bien finalement, il y avait un résultat. Au point où, en tout cas, tout le monde croyait que la démocratie avait déjà avait déjà posé son premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Nous arrivons en 2011, et en 2011, on a organisé les élections que d'aucuns considèrent comme chaotiques. Et qui, visiblement, d'après les institutions attitrées, l'ont reconnu comme chef de l'État. Il est resté pendant 5 ans. Alors, pour cette première mouture, il faut remarquer que le fait qu'on ait organisé les élections dans les 2 cycles électoraux respectables, avec respect des échéances, etc., il faut saluer que le président Kabila ait fait un effort dans ce sens. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le pouvoir, encore que le pouvoir n'a de sens que lorsque il a des répercussions sur les citoyens. Les répercussions sur les citoyens supposent répondre aux demandes sociales, services publics de qualité aux citoyens. Depuis lors, dans les 16 dernières années, les problèmes de distribution d'eau, non seulement dans les villes, mais sur l'ensemble du territoire national, se posent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au-delà de 20% de notre peuple qui est desservi en eau potable. Les problèmes d'électricité, un vocabulaire s'est installé, ce qu'on appelle les délestages, surtout dans la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces. Mais sur l'ensemble du territoire national, rien du tout. Moi, je me rappelle bien, nous, quand on était à l'internat, on était des jeunes à l'intérieur, mais on avait quand même la possibilité d'avoir de l'électricité par la SNEL à travers l'énergie thermique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître que nous avons 145 territoires. 145 territoires. Il a été promis par le gouvernement, que ce soit Mousito, que ce soit Matata, qu'on devrait desservir la construction des hôpitaux dans tous les territoires. Ce souhait n'a jamais été fait. C'est vrai qu'il y a eu des petites constructions, qui est un centre de santé, qui est un poste de santé, mais les hôpitaux de référence. Parce que Mobutu a laissé 505 zones de santé qui n'ont jamais été construites de manière beaucoup plus rentable. Il y a des territoires aujourd'hui où les anciens bâtiments n'existent même plus. Je prends par exemple l'exemple de mon territoire de Lomela. Il n'y a pas d'hôpital officiel, pas d'hôpital de l'État. On a parlé des écoles, l'éducation. Il était prévu qu'on puisse construire 1000 écoles là. C'est très clair, pendant les 5 ans, on n'est pas allé au-delà de 350. Et quand je me promène à travers le pays, j'ai l'impression comme s'il n'y a rien eu. Si ce n'est que certaines écoles dans les chefs-lieux, etc. La qualité de l'université. Parce que le pays se développe lorsque on a des laboratoires qui fonctionnent dans la génération des idées et qui permettent véritablement de booster le pays. Les universités ont descendu, sont nivellées vers le bas. Il n'y a pas des efforts. Non seulement les professeurs sont très mal payés, on va vous dire qu'ils touchent, je ne sais pas, autant, etc. Mais écoute, l'université, c'est pas seulement tous les systèmes éducatifs. Les systèmes éducatifs. Non seulement la qualité, la thématique, l'équipement, le laboratoire, le didactique, etc. Tous les supports y afférents, inexistants. En dehors de quelques efforts, naturellement, de certains partenaires au développement. La technologie qui permet de générer de recherche technologique qui permet de générer des stratégies innovantes pour produire des richesses. C'est inopérationnel. La révolution scientifique qui permet d'avoir d'autres alternatives, qui donnent la possibilité à la République d'avoir des opportunités pour générer des ressources qui permettent une répartition équitable à la population. Ça n'existe pas. Mais on va parler... Excusez, la gouvernance. La gouvernance. Peut-être on va en parler. La corruption institutionnalisée, ça a dépassé les bornes. Et vous savez que lorsqu'on a même des revenus, si minimes soient-ils, lorsqu'il n'y a pas une bonne gouvernance, lorsqu'il n'y a pas un système de surveillance mutuelle, et à ce moment-là, on n'a pas de ressources pour donner aux populations. C'est comme ça que vous avez des îlots d'abondance dans un océan de misère. Certains s'enrichissent seulement. Vous vous rappelez des Panama Papers. Et il y a des gens qui s'appauvrissent davantage. Il y a un paradoxe dans un pays où il y a plus de riches.
il y a des possibilités, mais également... La corruption et le misère, tout ça, on va en parler avec le rapport de Transparency. Mais pour terminer sur le bilan de Joseph Kabila, est-ce que, en définitive, l'homme Kabila était-il à la hauteur de ses responsabilités, ou plutôt vous avez l'impression que c'est un homme qui aura raté son écoche, comme on dit? Vous savez, je suis spécialiste des questions de management, je ne peux pas donner la responsabilité à un individu d'avoir été à la En fait, à mais c'est lui qui incarne le système. Je vais expliquer que le leadership aujourd'hui, ce n'est pas l'individu, c'est le système lui-même. Et dans le système, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Tous les différents services, tous les ministres, tous les ministères, tous les services connexes, etc., font partie du système. Donc lui, il est la point d'amplification. Ouais. C'est lui l'entraîneur, c'est lui le catalyseur, le garant du bon fonctionnement. Le garant, la Constitution lui donne ses prérogatives, le garant du bon fonctionnement des institutions. Bien entendu. Mais j'ai comme il a eu l'impression que les gens ont eu, c'était un libertinage de gérer la République comme ils ont voulu le faire. Le mécanisme qui devrait être mis en place, j'allais dire le Parlement, au travers l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, le Sénat, le travail a été très faible. On a ressenti la fondation d'un certain nombre de lois qui n'ont pas une imbrication incidentielle dans la société. On a ressenti certaines recommandations qui n'ont pas été suivies d'évaluation et d'action au niveau de l'exécutif, etc. On a ressenti une sorte d'accointance entre le Parlement et l'exécutif. Il semble que c'est l'émanation véritable. L'exécutif est l'émanation du Parlement. Et donc, la démocratie représentative ne nous a pas donné véritablement de résultats. C'est ainsi qu'aujourd'hui, sincèrement, on est arrivé à une sorte de croissance très élevée. Vous savez qu'en Europe, la croissance c'est 0. En Asie, la croissance c'est plus 4. En Amérique, il y en avait 2, on est à 3. En Afrique, c'était 5,5. Mais le Congo est allé jusqu'à 7,8, jusqu'à 9,5. Mais on n'a pas ressenti la croissance, l'abondance, la résorption du chômage, la construction des écoles, la construction, etc. Donc, on a ressenti véritablement qu'il y avait une faiblesse de leadership, qui véritablement n'était pas préoccupé de manager la République dans la perspective de la développer. C'est pourquoi, et je termine par là, on a ressorti 5 locomotives en Afrique. Le Congo, de par ses potentialités, est reconnu comme une locomotive en Afrique centrale. Mais le Congo, aujourd'hui, à 40 milliards, et avec le taux de croissance de 2,5%, on est en descente de 15 milliards de produits d'intérêt brut. Et face en Afrique de l'Ouest, le Nigeria a 525 milliards aujourd'hui. L'Afrique du Sud, en Afrique australe, 400 milliards. En Afrique orientale, à l'Est, l'Éthiopie, 287 milliards. Et en Afrique du Nord, l'Égypte avec 285 milliards. Nous avons moins de 20 milliards aujourd'hui. Parce que le taux de croissance a baissé depuis juin 2016. Donc, il est très clair qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ces efforts n'ont pas eu un impact sur la croissance sociale. Oui. Et je tombe dans la conclusion de mon ami et frère Jean-Baptiste Bomanza qui dit « le bilan est mitigé ». Mais il est plus que... Négatif. Voilà. N'ayons pas peur de mots. Oui. Très bien. Voilà. Maintenant, rentrons dans l'actualité. Monsieur Bomanza, le pays s'est construit par ses propres fils. La classe politique est à la Cinco pour justement chercher à préparer l'avenir politique et l'avenir tout court de la RDC. Mais il y a des points de friction. Heureusement, hier, on a appris une avancée. Finalement, on est tombé d'accord sur la composition du gouvernement qui, préalablement, devait avoir 46 ministres ou postes. Cela a été revu à la hausse pour 53. S'il faut faire une sorte de division globale, il s'avère que 21 postes reviendraient à la majorité et 30 postes à l'opposition plurielle.
Qu'est-ce que vous pensez de cette répartition? Est-ce que cela valait la peine pour perdre tous ces temps? Parce que l'accord a été signé depuis les 31, et voilà qu'une fois de plus, la classe politique a excellé dans la perte de temps, dans la dextérité à trouver un compromis pour arriver à cette proposition-là qui devra encore attendre sa mise en œuvre. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et comment vous interprétez le temps que nous avons pris pour en arriver là? Merci beaucoup, mais permettez-moi de faire un petit pas rétrospectif lapidaire. Pour reparler du bilan, il y a les indicateurs qui pouvaient nous permettre d'analyser ce bilan en question. Il y a d'abord ce qu'on a appelé à son temps les 5 chantiers, les axes qui ont été énoncés, et puis après il y a la révolution de la modernité, et surtout le slogan selon lequel le pays allait atteindre l'émergence. D'ici à l'an, si c'est 2030 ou 2030, oui. Alors, l'atteinte de l'émergence, c'est là où je vais terminer. Atteindre l'émergence suppose la formation à tous les niveaux, primaire, secondaire et universitaire. Comment vous allez atteindre l'émergence pendant que votre enseignement est au rabais? Quand on prend les 100 universités en Afrique, il n'y a aucune université congolaise qui est alignée. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous en sommes arrivés au niveau où dans nos universités, on nous parle de cotes sexuellement transmissibles. Voyez où nous sommes arrivés. Donc c'est grave. Nous avons un devoir de pouvoir laver l'image de la République afin que nous puissions récupérer notre place d'antan. Alors, je commencerai par dire que le Congo comme pays est la conséquence du dialogue. Dès sa naissance, parce que pour que nous devenions une république, il fallait que nous allions à un dialogue qu'on a appelé à son temps table ronde. Donc le Congo, le dialogue est pratiquement dans son essence. Et c'est là où je donne raison au président Tshisekedi quand il dira que le dialogue est dans l'ADN des Congolais. C'est quand il se réfère à l'origine même de cette république. Nous sommes la conséquence d'un dialogue. Et je dirais, mieux vaut tard que jamais. Mais les temps perdus, c'est la conséquence du fait qu'on n'a pas voulu regarder les réalités en face. De temps à autre, à travers votre plateau, je n'ai cessé de dire que nous, Congolais, nous politiques congolais, nous avions le devoir de mettre un peu d'eau dans notre vin. Nous avions le devoir de ne pas privilégier nos égos, mais de regarder le Congo. Je crois qu'avec les menaces de la Senko, plan B, clôture le samedi, les compatriotes ont compris qu'il fallait quelque part mettre un terme à ces échanges-là de la Senko et laisser la République évoluer normalement. D'autant plus que, quand nous lisons l'accord du 31 décembre, le point de départ de l'application, c'est à la date de la signature. En principe, oui. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 27 janvier. D'ici là, c'est pratiquement un mois depuis que l'accord a été signé. Et nous pensons que maintenant qu'on a commencé à se mettre d'accord, on ira vite pour que demain samedi, on puisse clôturer ce dossier-là. Un autre problème que je n'ai pas compris, moi, c'est l'exigence de nos compatriotes de la majorité en ce qui concerne la désignation du Premier ministre. On va y arriver. On parle d'abord de la distribution de postes. 30 pour l'opposition plurielle, 21 postes pour la majorité, plurielle également. Vous, de l'opposition républicaine, on vous réserve 3 postes, 2 ministères, un vice-ministre. Ça vous arrange, j'imagine? Non, je ne peux pas dire que ça nous arrange. Le problème pour nous est que
nous privilégions la Res Publica. Parce que s'il faut